Hello les Tata, ravi de vous retrouver pour un nouveau parcours de vie. Je reçois une femme qui a fait de sa vie un challenge permanent dans son métier pour aider nos entreprises à se développer et prospecter de nouveaux marchés. Dans le sport nature, où elle ne cesse de repousser ses limites. Dans la vie associative aussi, où elle s'investit en bénévole passionné. Bonsoir Marie-Noëlle Cataillé. Bonsoir Jean-Marc Cromwell. Bonsoir aux auditeurs. Alors, je suis d'abord ravi de te recevoir. L'image que j'ai de toi, c'est celle d'une femme qui ne s'arrête jamais, toujours, comme je le disais, entre deux challenges. C'est un peu ça ? C'est un peu ça, oui. Je l'avoue. Alors, tu es aujourd'hui directrice du service appui au territoire à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, après avoir pendant longtemps été la spécialiste export de la Chambre. Oui, c'est vrai. J'ai occupé cette fonction pendant plus de 25 ans. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'avoir un nouveau challenge, d'ailleurs, que j'ai accepté. Alors, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Tu es aussi une habituée des raids nature, une sportive accomplie. Alors, tu adores dévorer les grands espaces. C'est une passion qui date de longtemps ? C'est une passion qui date d'environ 13 ans. Au départ, je n'aimais pas du tout courir. Ça peut paraître bizarre. Je suis une nageuse. De sportive, quoique dans mon enfance, j'avais quand même fait un petit peu d'athlétisme, mais bon, je n'étais pas très course à pied, je trouvais ça un peu fastidieux, et puis je l'ai découvert par hasard, parce que j'avais besoin de faire un sport sans beaucoup de contraintes, et puis j'ai découvert le trail, qui m'intéressait parce que ça associait sport et nature. On va en parler dans la troisième partie. On va commencer par découvrir l'histoire familiale de Marie-Noëlle Cataillé. C'est Kimonoye. Alors, avant de découvrir une charmante première photo, est-ce que tu peux nous décrire ta personnalité en quelques mots ? Une personnalité dynamique. Je suis également, j'ai la main sur le cœur aussi. Je suis très, très sensible à certaines choses, à certains sujets. Et puis, je suis quelqu'un qui se remet en question aussi. Et je suis peut-être aussi meneuse. Alors, on découvre cette fameuse première photo, qui est l'une de celles que nos téléspectateurs préfèrent, la photo du bébé. Alors, raconte-nous. La première merveille de mes parents. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 côté maman et papa, et 5 côté papa uniquement. Né à Paris, dans le 13e. Mes parents étaient étudiants, jeunes étudiants. Et donc, je suis née à Paris. Ma sœur également. Nous sommes toutes les deux nées à Paris. Et après, nous avons déménagé en Martinique, puisque ma sœur est née en mars 68, et donc il y avait mai 68. Et donc, il fallait un peu mettre les bébés en sécurité. Tes parents, on va le voir, enfin, ton papa notamment très connu, Jacques Cataillé, qui est entre autres le chef de chœur de la chorale Joie de chanter, mais pas que ça. On va en reparler dans un petit moment. On va d'abord voir cette photo en famille. Alors, c'est la famille martiniquaise, parce que ce qu'on peut dire, c'est que la famille Cataillé est, on va dire, entre la Martinique et la Guyane. Oui. Là, c'est la famille martiniquaise, et la famille, c'est celle qui... Alors, c'est côté papa, c'est la famille côté papa. Ce sont beaucoup de bons souvenirs, puisqu'on était des cousins à peu près du même âge. Donc, on nous appelait un peu le clan, puisqu'on fonctionnait toujours ensemble. On avait le même âge, les mêmes centres d'intérêt sportifs pour la plupart. Également, on a toujours fait du sport. Je crois qu'on était un peu hyperactifs, et donc nos parents nous envoyaient. Et puis de toute façon, c'était à l'époque aussi où le sport était obligatoire. Ça participait à la construction de l'homme et de la femme. Et donc, voilà, on voit mes oncles, mon oncle Pierre, que certains connaissent parce que c'est Salseros, passionné de salsa, voilà. Passionné de salsa. Elle a longtemps organisé des concerts de salsa. Exactement, ça a participé aussi. Ça, ce sont des souvenirs d'enfance aussi. Mon père, ma belle-mère, la femme actuelle de mon père, mon oncle Jean, qui lui vivait en Guyane, il est décédé récemment. Et puis mon oncle Justin,
qu'on surnommait Tintin. Donc, il a été longtemps président du tennis club de Schellcher. Il était à la chorale également. Et qui porte le nom de son papa, de ton grand-père, Justin Cataillé, dont on va Justin reparler Cataillé, et tout à ma l'heure. tante Denise, et puis mes cousins Betty, Christian, mes frères et sœurs, Muriel, Olivier. Voilà. Et ma mamie Germaine. Mamie Germaine. Donc, une famille foyalaise. Famille foyalaise, oui. Oui, Morne-à-Bella. Oui, même si ton père est... Enfin, au départ, tes parents ne sont pas originaires de Fort-de-France. Alors, au départ, dans la famille Cataillé, originaire du Morne-Rouge. D'ailleurs, on a une place, Julien Cataillé, qui est un boulanger et qui avait eu 24 enfants. Au Morne-Rouge. Il était prolifique. Une photo avec ta maman, maintenant, sur cette photo relativement récente, d'ailleurs. Oui. Donc, ma maman, Simone Josse, donc la famille Josse, originaire de Trinité, mais elle est née au Carbet. Et ma maman, elle est très, très active aussi, parce que du côté Josse, ils sont pas moins actifs. Puisque elle est présidente du Centre d'interprétation Paul Gauguin au Carbet depuis 2013, et c'est une passionnée de ce sujet, mais pas uniquement du poète Paul Gauguin, mais aussi du patrimoine, du peintre et du patrimoine qu'il a mis en valeur, du patrimoine martiniquais qu'il a mis en valeur à travers ses peintures. Et puis quelqu'un qui a... Alors, il y a souvent les grands-mères dans les photos. Et alors, d'abord, papa et la fratrie. Oui, papa et la fratrie. Une partie, il y a une nièce qui s'est insérée, parce qu'il manque mon petit frère qui vit à Paris. Et ça, c'était pendant la fête des pères. Mon père qui est toujours présent, qui est un papa poule, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour ses petits-enfants, et qui aime toujours être entouré de la famille. Avec mon frère Olivier, ma sœur Lydia, ma sœur Muriel et ma nièce Léna. Et qui, on va le voir, a une autre grande famille qui est la chorale Joie de chanter. Oh que oui. Et puis je disais, les grands-mères sont souvent sur ces portraits de famille. Et là, en l'occurrence, c'est ta grand-mère paternelle. Paternelle, ma grand-mère paternelle, mamie, qui est le pilier, qui rassemblait tous les dimanches sa famille, ses garçons, autour d'un repas tous les dimanches. C'était le repas d'abord, le western après. C'était vraiment le pilier, le centre de tout. Et là, on nous voit avec mes cousins de Guyane qui étaient en vacances. Donc, on voit bien qu'on est à peu près tous du même âge. On est, et donc, voilà, ce sont des vacances, des belles vacances qu'on passait ensemble. Que ça soit en Martinique ou en Guyane, parce que nous allions également en Guyane passer des vacances chez mon oncle Jean. Et puis celui qui a été à l'origine de cette branche guyanaise, ton grand-père, Justin Cataillé, puisque lui-même est né à Cayenne, alors parce que son père lui-même était en poste à ce moment-là en Guyane. Et Justin Cataillé qui a une histoire particulière et tragique, puisqu'il est décédé dans un accident d'avion le 22 juin 1962. Sur des fonds de suspicion d'attentat. Il a été notamment le créateur du Parti socialiste guyanais, député guyanais, qui avait osé s'opposer à De Gaulle au moment du référendum de 58, et puis qui était aussi assez farouchement opposé à l'expropriation de certains habitants, là où devait être construite le centre spatial de Kourou. Exactement, de Guyane. exactement. Et l'arrivée des légionnaires à Kourou, la construction de la base de Kourou d'ailleurs. Tu ne l'as pas connu, mais tu disais que tu es très fier d'avoir eu ce grand-père. Écoute, sur l'aspect politique, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui avait des convictions, et qui allait au bout de ses convictions. Et je pense que, quelque part, on a ce gène-là, parce que ça soit mon frère, ma sœur, mes cousins, cousines, quand on est convaincu de quelque chose, on va jusqu'au bout. Et on ne lâche rien. Et je pense que ça, c'était un trait de caractère de mon grand-père, d'après ce qu'on m'en a dit. Et c'est vrai que c'est aussi... c'est une icône en Guyane. C'est une icône et c'est vrai que c'est une fierté par rapport à cela. Les grands-parents du côté maternel, donc du côté Josse maintenant, qu'on retrouve en photo, avec une de tes sœurs, je crois. Avec ma sœur, ma sœur. Avec ta sœur. Donc ma grand-mère, Émilie Béduve, et mon grand-père, Joseph Josse. Ma grand-mère était directrice d'école. Donc on est beaucoup dans l'enseignement dans la famille. Et mon grand-père, il était contrôleur des prix.
Et voilà, c'était un fonctionnaire. Mais ils m'ont marqué, ma grand-mère maternelle, parce que c'est elle qui a fait mon éducation religieuse. Et quand nous étions petits, nous allions tous les midis, quand nous étions à l'école en face du 110 de la rue Victor Sévère, à l'école de l'application, on allait manger puisqu'elle habitait à la rue des Amours. Et mon grand-père, c'était quelqu'un qui chantait beaucoup, qui nous apprenait énormément de chansons et des histoires aussi, qui nous racontait des histoires d'antan. Et il nous a marqués par rapport à cela, parce que c'est quelqu'un, tout le temps à nous apprendre des chansons, tout le temps des devinettes aussi. Voilà. Et ils ont malheureusement pas vécu suffisamment longtemps, puisque ma grand-mère est décédée, elle avait 67 ans et mon grand-père 71 ans. Mais je les garde toujours dans mon cœur, et surtout ma grand-mère maternelle, je sais pas pourquoi, elle est toujours présente. Toujours présente. On va retrouver Marie-Noëlle avec ses enfants maintenant. Charmante photo. Voilà, mes enfants, mon pilier, mes amours, voilà, ils sont précieux pour moi, et je les adore. Et on s'entend bien. Mon fils est au Canada, il vit au Canada, il vient cette année. Ma fille aînée, elle est de retour après un séjour en Belgique, où elle a fait ses études. Et puis ma dernière, elle est étudiante à Rennes. Mais ils reviennent tous, et c'est toujours une grande joie de se retrouver. Il y a une bonne entente, en tout cas. Quelle éducation tu leur as donnée ? Une éducation avec des valeurs, valeurs travail déjà, respect des générations, parce que ce sont des enfants qui un grand respect pour leurs grands-parents, pour les personnes âgées en général. D'ailleurs, ma fille aînée travaille à Emma Ventura, elle travaille auprès de personnes âgées. Et puis la famille, les valeurs familiales. Ce sont des enfants qui, même s'ils sont invités par des copains, mais ils savent qu'on a un plan plage familial, parce que ça, c'est une tradition, ils vont laisser les copains, ils vont venir au plan plage familial. Et ils ont forcément été de cette tradition familiale de la pyramide. Oui. La pyramide que vous adorez faire sur l'eau. Exactement, ça c'est vraiment une tradition depuis jeune. Je sais pas pourquoi un jour c'est venu, on va faire une pyramide, parce qu'on était nombreux déjà, comme j'ai dit, on était un peu clan, on était à peu près toujours 11, 12 cousins, et puis il y avait les copains aussi qui se joignaient à nous. Et donc c'était aussi une façon de nous amuser autrement que le football sur la plage. Ça permettait d'intégrer les filles et les garçons. Et donc, souvent, les garçons étaient les piliers, les filles montaient au premier étage, et puis les plus jeunes montaient au dernier étage. Et on essayait de tenir comme ça au gré des mouvements de vagues. Et avant d'y arriver, on se cassait la figure au moins 2 ou 3 fois. Avec souvent de grands éclats de rire. Voilà, avec de grands éclats de rire. Et nous continuons à faire ces pyramides quand on est assez nombreux, même à nos âges. Alors maintenant, ceux qui étaient au sommet se retrouvent en piliers. Et on a des générations comme ça. Mais ça, c'est une belle tradition familiale. Et puis, on va rendre hommage à ton animal de compagnie qui a été longtemps un de tes compagnons. Oui, Maja, qui est un tamarin à pattes brûlées. C'est un singe, voilà, un singe de Guyane. Mon père m'avait demandé un jour, qu'est-ce que tu voulais pour ton anniversaire, et je lui ai dit un singe. Mais quand j'ai dit un singe, je pensais plutôt au chimpanzé, parce qu'on avait un ami qui avait un chimpanzé, et j'aimais bien les chimpanzés. Voilà, et c'était peut-être plus compliqué à ramener de Guyane. Et Maja, et ça a été aussi l'animal de compagnie de ma sœur, qui l'a adopté peut-être même plus que moi. Et c'est une guenon qui a vécu quand même 11 ans. On l'a même emmenée en France quand on est parti, dans l'Hexagone quand on est parti, et elle nous a suivis, et puis elle est morte de vieillesse. Dans la famille Kataïé, il y a aussi un certain nombre de références musicales. Oui. On va écouter une intro, et puis on en reparle juste après. Les 4 saisons de Vivaldi.
Ça te rappelle des souvenirs? Ah ben énormément. C'est mon père mélomane, adore toujours la musique classique, et mon père nous réveillait le dimanche matin avec de la musique classique, que ça soit alors évidemment Vivaldi bien sûr, mais à fond la caisse, hein. À fond la caisse. C'est original pour un réveil du dimanche matin. Un réveil du dimanche matin, c'était pas du compas, c'était vraiment les 4 saisons de Vivaldi, ou alors du Bach ou du Tchaïkovski. Vraiment, c'était de la musique classique, et ça nous a baignés jusqu'à ce qu'on parte dans l'Hexagone. Ouais. Et ton père est aussi très imprégné de la tradition musicale, des traditions musicales martiniquaises. Oui, bien sûr. Qu'il a exprimé à travers la joie de chanter, la chorale joie de chanter, dont il est chef de chœur cette année, ça fait 50 ans, qui est une chorale fondée par Paulette Nordal en 54, 72 ans. Oui. Cette chorale existe encore. On écoute un extrait également. Guinée Vivo, de la chorale Joie de chanter. Alors, je précise que cet extrait vient du YouTube de Guillermo. Là aussi, tu as forcément beaucoup chanté les chansons reprises par la chorale. Alors, je n'étais pas chanteuse, et je suis loin d'être chanteuse, mais oui, depuis petite, ma mère aussi a été à la chorale, donc nous avons baigné dans cette chorale Joie de chanter. Les choristes nous ont vus presque naître, grandir, nous marier, puisqu'à chaque fois quand on se mariait, la chorale chantait. Ouais. Nous étions toujours présents au concert, donc on connaît toutes les chansons par cœur. Et, oui, c'était des chansons vraiment du patrimoine musical martiniquais. Alors, pas que martiniquais, il y avait aussi caribéen, parce que mon père a beaucoup travaillé avec Electo Silva de Cuba, qui a fait des arrangements, avec Polo Rosine aussi, avec effectivement tous les musiciens, avec aussi Falfret. On a vraiment baigné dans cette ambiance-là. Il y avait même à un moment donné, une petite chorale, la petite chorale de Carmen qui était une choriste, qui avait monté une petite chorale. Et c'était censé être la relève de la joie de chanter, mais finalement, ça n'a pas perduré. Ouais. On termine avec un petit medley qui va te rappeler des souvenirs d'adolescence. Nous qu'à flotter dans le ciel, et ça nous envie, c'était tout seul. Les étoiles qui éclairaient nous, les anges qui guidaient nous, d'un pays l'amour fou, la caille nous. En Afrique pour trouver, tout ça nous qu'a rêvé, et nous peut espérer partager. Estoy buscando América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. No
Voilà, ça rappelle quelques souvenirs, Marie-Noël. Donc, Tony Chasseur et Tatiana Miat, Nuit de miel, Ruben Blades Buscando America, Magnum Dero, Magnum Band, et puis Perfecta la Divinité. Oui. Toute ta jeunesse. Toute ma jeunesse, bon déjà, et puis même actuellement, Tony Chasseur, je suis fan. Mes copains, la famille, ils savent que si on doit me faire plaisir, c'est d'aller m'emmener à un concert de Tony Chasseur ou le faire venir en surprise, parce qu'il est venu à mes 50 ans, mon 50e anniversaire. La salsa, j'ai baigné aussi dedans avec mon oncle Pierre Cataillé, qui faisait venir des orchestres, Celia Cruz, la Sonora Ponceña, et d'autres, bien d'autres. Donc on était dans les concerts, et donc c'est une musique qui fait battre mon cœur réellement, que j'ai appris à danser également. Enfin, c'était même presque naturel, parce que nos parents dansaient la salsa ou le cha-cha-cha, et puis Magnum Band, c'est la musique haïtienne. Donc c'est un exemple, mais il y a Minio Star, il y a d'autres orchestres que j'affectionne particulièrement. Et puis la Perfecta, c'est notre orchestre martiniquais, mais il y avait Malavoie, Falfret. Enfin, je veux dire que moi j'aime beaucoup la musique, et j'aime bien les musiques diverses. De façon contemporaine, je peux écouter très bien. Je suis allée dans des concerts de Morane Voyer, donc je vais aussi écouter les plus jeunes, ou Paille par exemple. Mais j'aime ça, j'aime la musique, et ceux-là me font particulièrement vibrer. Ce que tu aimes beaucoup aussi, c'est le sport. On va retrouver cette photo de natation. Alors, tu as pratiqué d'abord la natation. On va voir qu'effectivement, tes goûts sportifs ont évolué par la suite. Mais tu as commencé relativement jeune. Oui, comme je disais, j'étais un peu hyperactive, donc déjà, avant de commencer le sport, on habitait à Redoute, derrière la gendarmerie, et il y avait une descente, et moi je l'apprenais comme les garçons, debout sur la selle, sur le vélo. Et puis après, pour canaliser mon énergie, on m'a mise au judo, mais j'ai pas du tout aimé, parce que j'ai pas aimé être à terre. C'était pas pour moi, c'était pas un état confortable. Athlétisme, un petit passage à l'athlétisme où j'avais plutôt des aptitudes, mais j'ai perdu une course et ça m'a un peu dégoûtée. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre. J'aime pas être dernière, surtout. Et puis, finalement, quand on est parti... alors, j'ai fait de la danse, quand même. Commencé la danse avec Marie-Josée Nat, Ronnie Hall. Et puis après, quand on est parti dans l'Hexagone, ma mère nous a proposé de faire la natation. Ça nous permettait tous les trois de faire le même sport. Ça lui permettait surtout de bien gérer aussi les allers-retours. Et puis finalement, on s'est bien senti dans cette équipe avec laquelle on a passé vraiment une bonne dizaine d'années. Avec des championnats, parce qu'on faisait beaucoup de championnats. Moi, j'ai été championne, c'était à Orléans, j'ai été championne départementale, régionale, même interrégionale. En papillon, en 4 nages, et mon frère aussi. Et mon frère nage toujours en master. Moi, j'ai laissé tomber la nage. Un souvenir, alors là où tu étais plutôt spectatrice et quelque part touriste également, c'est Atlanta 1996, les Jeux Olympiques. On te voit là avec notre copine commune Mirella Chantalo. Ça aussi, je suppose, un super souvenir. C'était un super souvenir. C'est la première fois que je participais à des Jeux Olympiques. C'est une amie américaine que j'avais rencontrée lors de mes études et qui nous avait invités. Enfin, on m'avait invité, m'avait dit, voilà, je suis à Atlanta, elle travaillait pour CNN. Et elle me dit, voilà, tu as cette opportunité-là, je t'héberge. Donc, et comme elle était occupée, je me suis dit, il serait plus sympa d'aller avec une copine. Et il se trouve que Mirella, je savais qu'on allait bien s'entendre sur ces aspects-là. Et nous voilà, deux copines partant à Atlanta, et nous avons passé un excellent moment, puisque on avait même été au village olympique. On va voir d'ailleurs les billets. Voilà, c'était pour quelles épreuves? Alors au début, on est parti avec un seul billet, c'était du handball. À l'époque, les Français n'étaient pas encore excellents au handball. On est allé voir cette équipe de handball, cette équipe française de handball qui a perdu au premier tour. Et on s'est dit, ah zut alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on s'est dit, on va aller au stade olympique, on va aller voir si on peut trouver des billets. On a trouvé un billet, et la chance, je ne sais pas c'est quelle chance, mais une grande chance. On s'est retrouvés avec... dans la même rangée qu'un Guadeloupéen, qui, quand il nous a vu parler, nous a abordé, un Guadeloupéen qui
nous a alimenté en invitations. Ah oui. En invitation pendant tous les JO. Parce que son oncle faisait partie du comité olympique guadeloupéen et donc il avait des billets gratuits et nous avons bénéficié de ces gratuités jusqu'à aller vraiment dans des rangs très proches où on voyait Michael Johnson. C'était l'année où Marie-Josée Pérec a été championne championne du 400 et 200 où on a pu voir sa victoire et c'était fantastique puisque on disait ça aux gens, on disait mais Marie-Josée Pérec, elle est de chez nous. Et c'était incroyable. Et puis on termine avec une photo de voyage également au Pérou, avec des alpagas. Oui, le Pérou. Alors, c'est un de mes derniers voyages, grands voyages avec une copine. Et c'est un pays qui m'a marqué. Je l'ai trouvé vraiment extraordinaire sur tous les plans. Le plan culinaire, le plan architectural, le plan historique, le plan en patrimoine paysager, naturel, en tout point. Ça demandait aussi une belle condition physique puisqu'on monte en altitude. Donc, où l'air se raréfie. Voilà, où l'air se raréfie. Donc, un bon cardio n'était pas inintéressant à avoir. Mais vraiment, de belles rencontres et un super séjour. Bon, on a vu toute la richesse de ta jeunesse et on va maintenant voir que dans ton travail aussi, tu as été extrêmement active, c'est Matinique. On commence avec une photo d'Orléans, parce qu'à un moment donné de ta jeunesse, ta famille s'est installée à Orléans, où tu as commencé tes études. Oui, en fait, je suis partie à Orléans à l'âge de 12 ans. J'ai fait la première année de collège en Martinique et ensuite, mes parents ayant divorcé, ma mère a voulu prendre un peu le large. Pensait que c'était un congé bonifié, mais ça s'est avéré être un aller simple. Et elle s'est installée à Orléans, où nous avons passé plus de 10 ans de notre vie, qui ont été une belle période aussi, où on a découvert les châteaux de la Loire. Et là, c'est justement devant le château de Chambord, parce que ma mère, professeure d'espagnol, nous intéressait énormément à la culture. D'ailleurs, à cette époque-là, on voyageait pas mal, soit en Espagne, soit même en Italie, soit en Belgique. Oui. Donc, c'est là aussi que je me suis forgée en tant que personne, voyageuse et surtout aimant les relations internationales. Ouais. C'est ce qui m'a donné envie de faire des relations internationales. C'est vraiment... Donc tu démarres par des études en relations internationales à Orléans. Je démarre par des études de langues étrangères appliquées, avec l'objectif d'aller plus loin sur les relations internationales, oui. Oui. Et tu es allé plus loin puisque tu te retrouves aux États-Unis peu de temps après. Alors c'était quoi ? C'était 10-12 ans avant Atlanta ? C'était un petit peu plus peut-être. J'avais l'opportunité, j'étais à l'université d'Orléans et il y avait un programme d'échange à l'époque avec des universités américaines. Et pour moi, c'était une occasion unique de partir. Déjà parce que mon anglais était moins bon que mon espagnol. Ayant fait plusieurs séjours en Espagne, je parlais... Et l'influence de maman. Et l'influence de maman. Voilà, je parlais couramment espagnol. J'avais un petit blocage en anglais, même si j'étais bonne au lycée et à l'université, mais je trouvais que je ne parlais pas suffisamment couramment. Donc, c'était pour moi l'opportunité de pratiquer, puis de découvrir la culture américaine. Et donc, je suis partie à Wichita, dans le Kansas. Alors, vraiment, ce n'est pas la destination... Pas la destination à laquelle on aurait pensé en premier. Oui. C'est vrai qu'au départ, j'avais demandé la Nouvelle-Orléans, mais je crois que beaucoup avaient demandé la Nouvelle-Orléans. Et j'ai regardé sur la carte, je me suis dit, bon, où est-ce qu'il fait le moins froid ? Parce qu'il y avait Rhode Island. Je me suis dit, oh non, il va faire trop froid là. Et j'ai choisi le Kansas. Et c'était intéressant, vraiment une époque qui m'a marquée. Ça a été l'occasion de belles rencontres aussi. Voilà, on va voir le groupe
deux groupes, en fait, où on retrouve peut-être parfois certaines... Le premier groupe, celui de gauche, donc c'est ma première année avec en rouge ma camarade de chambre Lisa, qui était une Américaine, et puis des amis qui étaient jordaniens, koweïtiens, américains, et c'était toujours de grandes discussions sur tous les sujets, des sujets politiques, des sujets sociétaux, avec ce melting pot. Avec bien sûr l'anglais comme langue commune. Avec en anglais comme langue commune, mais c'était aussi une époque où, on l'a vu sur la photo précédente, ma copine, elle était bolivienne, et à cette époque-là, je parlais beaucoup les deux langues, puisqu'il y a une forte communauté hispanique. D'ailleurs, l'autre photo, c'est ma deuxième année avec ma camarade de chambre qu'on voit un peu asiatique, et Apple. Elle était thaïlandaise. Et alors, j'ai vu défiler dans notre chambre toute la communauté asiatique, que ça soit indonésienne, japonaise, chinoise, tout. Et là aussi, c'était des échanges très, très riches. On voit le copain africain Kiboko, qui parlait français, qui était venu apprendre l'anglais. Et lui, il comprenait pas beaucoup l'anglais, donc je traduisais du français à l'anglais. Et quand il y avait ma copine bolivienne qui était venue apprendre aussi l'anglais, qui comprenait pas trop, ben je passais du français, de l'anglais, de l'espagnol, et mon cerveau fonctionnait comme ça, français, anglais, espagnol. Et à l'université, la deuxième année, j'ai eu un poste de professeur de français. Ah oui, donc tu as eu l'occasion d'exercer là-bas. J'ai eu l'occasion d'exercer là-bas pendant une année, puisque la dean, comme on appelle, comment on appelle ça en français, la dean, directeur de l'UFM, de langue, c'était une haïtienne qui s'était prise de passion pour moi et qui m'avait proposé ce poste-là. Ouais. Et j'avais même eu l'occasion d'aller plus loin dans les études de langue en commençant le russe, d'ailleurs. Alors, retour en Martinique, comme tu parles très bien anglais et espagnol, oui. Tu rejoins la CCI comme traductrice. Voilà, c'est ça. Une opportunité. J'étais à Paris, je travaillais dans je faisais des petites, comme on dit, des jobs. Et puis, mon oncle me dit, tiens, il y a un poste, Pierre qui était à la Chambre de commerce, me dit, il y a un poste qui s'ouvre comme traductrice à la Chambre de commerce. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, comme j'avais toujours voulu revenir au pays, je me suis dit, oui, c'est une opportunité. J'ai postulé. À l'époque, c'était le World Trade Center. Avec Elisabeth Grant, et je suis rentrée comme traductrice. Ouais. Et puis, quelques années plus tard, tu découvres l'export et tu mets à profit ton expérience de la culture internationale. Oui. Exact. Là, en l'occurrence, c'était une mission à la Dominique. Une mission à la Dominique. Donc, je suis conseillère en développement international, puisque c'est un poste qu'on a créé, parce que la traduction m'ennuyait. On était seuls. Donc, toujours à la Chambre de commerce. Toujours à la Chambre de commerce. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir un poste de conseiller, puis de responsable du service export. Et donc là, c'est vrai que c'est une mission à la Dominique avec des chefs d'entreprise. Où on a organisé des rendez-vous B2B, on organisait des visites de sites, on allait à la rencontre aussi des institutions, et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que pour moi c'était du concret. Et là, c'est pour toi la découverte de la Caraïbe aussi. On a vu la Dominique, ensuite Haïti, on va voir là en 2008. Ah oui. Ah oui, la Caraïbe, je crois que ça a été toute ma vie, et c'est une passion en fait. Je me sens tellement on va voir la photo suivante, David. Ouais. Voilà. Oui, Haïti. Alors ça, c'était avant le tremblement de terre. Même 2008, chose, 2008, une délégation de chefs d'entreprise dans le cadre d'une mission avec Business France. Et on allait à la rencontre des bailleurs, puisqu'il y avait aussi des questions de construction. Alors, pas reconstruction encore, on n'y était pas, mais même de construction, parce qu'il y avait des opportunités en Haïti. Et on a mené cette délégation là-bas. Il y avait aussi des rencontres forcément à Fort-de-France, par exemple là, à la CCI avec une délégation dominicaine. Tout à fait. Donc, que ça soit Dominique, Trinidad, Jamaïque, là en l'occurrence c'était la Dominique. Donc, c'était une délégation de
de la... j'ai oublié. C'est un organisme qui conduisait cette mission. Et donc, nous les accueillons. De toute façon, c'était notre équivalent export Dexia, voilà. Dexia, Dominica Export Import Agency. Et donc, avec une vingtaine de chefs d'entreprise. Et là, nous avions... notre rôle, c'était d'organiser des rendez-vous B2B, de faire une présentation sur les opportunités d'affaires à la Martinique. Et on faisait cela régulièrement. Avec des rendez-vous événementiels, comme par exemple les rendez-vous de l'international, on va te retrouver là effectivement, où en fait la possibilité était offerte à des entreprises martiniquaises de rencontrer, de découvrir des opportunités ou de rencontrer des interlocuteurs de la Caraïbe notamment. Exact, tous les 2 ans, toujours à la Chambre de commerce. Alors je suis plus dans ce pôle, donc, mais nous avions initié. Depuis 2003, les rendez-vous de l'international. Au début, ça avait une autre appellation, c'était Martinique Export. Et puis finalement, c'est devenu les rendez-vous de l'international. Et c'était effectivement l'occasion pour les entreprises d'aller à la rencontre de tous les partenaires de l'appui à l'internationalisation des entreprises, mais aussi d'avoir des présentations sur des pays et de découvrir les opportunités d'affaires dans les différents pays, que ce soit la Caraïbe, que ce soit l'Europe, que ce soit le reste du monde, l'Asie, peu importe. Dans le registre événementiel, il y avait aussi un rendez-vous incontournable pendant plusieurs années, Made in Expo, qui n'était pas forcément dédié à l'export. Mais non, voilà. Made in Expo, qui était le rendez-vous de la production locale, que la Chambre de commerce organisait justement aussi tous les 2 ans. Qui a un moment qui a eu une pause et qu'on avait relancé par la suite. Et puis, on a eu l'occasion à l'époque de ce salon d'organiser un trophée Espoir Export. Ouais. Mais Made in Expo, c'était un événement qui rassemblait toutes les directions de la Chambre de commerce. C'était l'événement de la Chambre de commerce. Et nous étions tous impliqués, on mettait tous la main à la pâte. Au niveau de l'international, de mon pôle international, on allait inviter des acheteurs également. Et puis, une de tes missions, c'était aussi de recevoir des personnes venues faire du business, en l'occurrence là, des acheteurs canadiens et américains. Exact. Là, c'était cela. De toute façon, comme on dit, l'international, c'est à double sens. On ne peut pas vouloir y aller sans vouloir recevoir. Et là, en l'occurrence, c'était une mission d'acheteur dans le domaine de l'agro-transformation. Oui. Donc, on a eu l'occasion ils ont eu l'occasion d'avoir des rendez-vous avec des producteurs, comme on a vu Petit Cocotier, ou avec le Codérum. Et puis, il y en avait d'autres. André Jules Cadas, effectivement, le Petit Cocotier, et Claude Féliot du Codérum, entre autres. Exactement. Donc, et puis, on voit toute l'équipe. Il y avait aussi Janine Osier-Lafontaine, Cœur des Îles, et puis mon équipe internationale. C'est l'accueil des délégations étrangères. C'était incontournable. Les chambres consulaires, c'est aussi travailler avec des élus. Et un de tes références, c'était Hervé Honoré, malheureusement disparu, et auquel tu as voulu rendre hommage. C'est exact. Hervé, qui a été président de la Commission internationale à la CCI, qui travaillait également dans la Caraïbe, comme Didier Deris d'ailleurs, que l'on voit aussi. Architecte et qui a travaillé en Haïti. Hervé, c'était plutôt Sainte-Lucie, donc deux personnes qui connaissaient bien le terrain. Et qui était de bons conseils aussi pour nous, parce que c'était aussi pour nous une façon aussi de challenger aussi nos offres export. Il y a eu aussi ce projet TICA, ou TICA, je ne sais pas comment vous l'appeliez, qui était lié en fait au fonds Interreg, aux fonds européens Interreg. Qu'est-ce que c'était TICA ? TICA, c'est Trade Enhancement for Eastern Caribbean. En fait, c'était renforcer les liens entre les liens commerciaux entre les îles de l'OECS, maintenant que nous en faisons partie, les îles de l'OECS. C'était notre première aventure Interreg, qui n'est pas un programme facile, mais qui est très riche, très intéressant, enrichissant en tout cas, sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan administratif. Et là, cette photo, c'était une rencontre, on avait organisé dans le programme, nous avions prévu une résidence d'artistes
avec des producteurs de Martinique et des producteurs de la Caraïbe. Et à l'issue de cette résidence d'artistes, ils ont sorti un EP de plusieurs morceaux qu'on peut écouter sur YouTube d'ailleurs. Et il y avait d'autres programmes. Ouais. On a eu un challenge entrepreneurial pour les jeunes. On a eu on va voir d'ailleurs la photo de groupe lors de la clôture. Voilà, là c'était la clôture du programme avec tous les bénéficiaires. Parce qu'il y avait, on avait 25 entreprises qui avaient été, alors 23 puisqu'il y en a 2 qui ont abandonné en cours de route, mais on avait tous les bénéficiaires du programme TICA qui étaient de l'OECS, on avait de Saint-Kitts, on avait de Sainte-Lucie, de la Dominique, de Saint-Vincent, j'en oublie peut-être, et puis les jeunes aussi qui avaient eu des prix, les prix dans le challenge entrepreneurial. Et donc ça, c'était la clôture avec les différents partenaires. Bon, c'était difficile de résumer 25 ans à la tête du service export de la CCI, mais qu'est-ce que tu en retiens de ces 25 ans ? Moi, je retiens vraiment une famille, une grande famille. La Caraïbe, c'est une grande famille. Pour peu que l'on y aille et qu'on y travaille avec un regard sans préjugés, que l'on prenne les gens tels qu'ils sont, parce qu'on voit beaucoup de similitudes, il y a aussi beaucoup de différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Et je pense qu'il faut travailler avec ces similitudes. Nous avons énormément de choses à faire ensemble. Nous avons énormément de sujets à travailler ensemble, de problèmes à résoudre ensemble. Et c'était une extraordinaire aventure humaine. J'ai des amis, j'ai des gens avec qui je suis toujours en contact. Ce sont devenus des amis. Quand je voyage, je suis toujours heureuse de les revoir. Quand ils viennent, ils me donnent un coup de fil. Vraiment. Et puis, j'ai eu surtout à chaque fois de belles équipes, des équipes extraordinaires. Et je n'ai jamais regretté ce parcours. Et j'ai toujours... Tous les jours, je venais avec l'envie de travailler. C'est surtout ce qui était important, que j'ai retenu. Et peut-être que c'est aussi la mission qui faisait cela. Et qui m'a toujours donné envie de me réveiller. Quand je me réveillais le matin, d'aller au travail parce que je faisais quelque chose de passionnant. C'est ce qui m'a aussi incité à rester aussi à la Chambre de commerce, à ne pas partir. Et tu restes à la Chambre de commerce, tu as été promu à la tête du service appui au territoire donc de la Chambre de commerce et d'industrie. On va avoir une photo, en l'occurrence, je crois que c'était deux photos d'ailleurs, les trophées du commerce et puis une visite des épiceries du François. Alors explique-nous cette mission de directrice du service appui au territoire à la CCI. Alors, c'est une direction qui englobe un pôle tourisme, donc qui accompagne les entreprises surtout aux labellisations, donc les labels qualité, destination excellence, clé verte, un pôle aménagement du territoire, donc pour lequel on est amené à conseiller les collectivités, à donner des avis sur des plans locaux d'urbanisme ou des SCOT, un pôle transition écologique qui va en appui des entreprises pour qu'elles fassent leur transition écologique, que ça soit sur les économies d'eau, sur l'énergie, les déchets. Et puis, cet appui aux collectivités dans les actions que nous devons mener en proximité, parce que je gère aussi nos 3 agences. Une agence dans le sud, au Marin, une agence à Trinité et une agence au Carbet. Et ces agences déploient les services de la Chambre en proximité. Et là, ces 2 photos, ce sont des actions que nous avons menées. Une première action, donc les trophées du commerce que l'on organise chaque année. Cette année aussi, on l'a organisé d'ailleurs. Et là, on faisait la remise des diplômes aux récipiendaires, puisqu'il y a plusieurs catégories. Là, c'était au Lorrain. Et puis, de l'autre côté, c'était effectivement une action donc à la rencontre des épiceries de proximité. C'était mise en valeur des épiceries de proximité et leur rôle important, un rôle économique, mais aussi un rôle social. Et donc là, on voit avec Feu Samuel Tavernier, l'ancien maire du François. Et c'est une belle collaboration, en tout cas, que nous avons initiée avec le François, qui se poursuit d'ailleurs. De toute façon, qui se poursuit avec les autres villes, puisque nous sommes là pour les appuyer, que ce soit récemment avec Saint-Joseph, avec Schellcher, bientôt avec Ducos ou alors le Vauclin.
Et c'est donc un nouveau challenge donc depuis 2 ans et demi que tu as succédé en fait à Philippe Jean-Alexis, qui était responsable de ce service à la CCI. On va parler maintenant politique, entre guillemets, des engagements de Marie-Noëlle Cataillé. Bon, on l'a compris, tu es une femme de challenge, tu es une femme de passion, tu es une femme de sport, de défi. On va commencer par la traileuse, c'est comme ça qu'on dit? On parle de traileuse, de raider, raideuse. Voilà, c'est ça. Ouais, vous courez en pleine nature et là on te voit au milieu de plusieurs hommes d'ailleurs. Ça veut dire que tu cours plus vite que certains hommes. Ah oui. Mais je t'ai dit que je n'aime pas être dernière, donc je m'arrange pour ne pas être dernière. Et j'aime bien être plutôt dans le milieu. Non, et puis bon, c'est de la préparation aussi, donc je me prépare pour être au moins à ces places-là. Mais c'est des confrontations qui sont saines. Il y a de l'entraide, hein, quand il y a quelqu'un qui a une difficulté, on s'arrête, on lui vient en aide. Et puis bon, c'est la nature, on découvre des coins merveilleux. Pour moi, j'ai trouvé ce sport-là et je kiffe. Qui est très en vogue d'ailleurs, mais pour lesquels on parcours des trajets très longs, hein, enfin des trajets, des kilométrages plutôt longs, hein, des distances. Il y a des ultras, hein, ça va jusqu'à... il y a la Transmartinique, 134, et là, plus récemment, mes camarades qui sont partis à La Réunion, et il y en a un qui a fait 224 km. Hein, donc, la Diagonale du Fou c'était pas, non, c'est même pas, c'est l'Utoy, l'Ultra Trail de l'océan Indien. C'est un autre événement qu'organise la Réunion. Et ça va de plus en plus loin, en fait. Hein. On repousse les limites. Ton record, c'est? Mon record... alors, pas en temps, mais en distance? En distance, 80 km en entraînement, 67 km en course. Il faut les faire, quand même. Ouais, mais je pense que j'irai jusqu'à 80. Prochainement, ce sera 80, mon ultra. Ouais. Après, je ne sais pas si je continuerai sur ces distances, je reviendrai parce que, comme on dit, l'âge monte. Alors, c'est souvent un sport qu'on pratique entre copines, entre copains, en groupe. On va te retrouver là avec effectivement quelques copines. Ouais, ça, ce sont mes copines de loisirs, mes copines de trail. On a fait des trails ensemble, il y en a qui ont arrêté, mais on continue, on fait des marches, on continue à se rencontrer. Et là aussi, ça, c'est mon côté social. Certaines, on s'est rencontrés au trail et puis on est devenus vraiment de très bonnes amies. Et le plaisir, c'est de terminer, d'être finisher, comme on dit. Oui. Par exemple, là c'est récent, il y a 1 an. Ça, c'était il y a 1 an, à La Réunion. J'avais fait le trail des Pétrels, c'était 44 km. Je venais de reprendre le trail, j'avais fait une pause pendant 1 an parce que j'avais eu beaucoup d'entorses, donc je m'étais dit qu'il fallait quand même soigner. Et puis j'avais repris et il y avait eu cette opportunité d'aller à La Réunion. Alors j'avais hésité entre le 82 et le 44, et puis je me suis dit, Marie-Noëlle, raisonnablement, t'as pas assez d'entraînement pour faire un 82 km, donc on va se mettre sur le 44, et c'était merveilleux. Moi, cette île, ça a été mon coup de cœur. Je l'ai trouvé magnifique, les gens vraiment extraordinaires, gentils, une île très organisée, et puis des paysages magnifiques. Ouais. Tu disais que tu as commencé... Le paradis du trail. Hein. Tu as commencé les raids nature il y a 13 ans environ. 13 ans. Tu en as fait combien? Oula, je ne compte plus. Hein. En fait... Il y a 3-4 par an? Ah non, plus que ça. Il y a un Martinique Trail Tour, il y a des trails chaque mois. Donc, à peu près chaque mois, je fais un trail. Des fois, je zappe un, mais je suis à peut-être 7 ou 8 trails par an. Et tu trouves malgré tout le temps d'être bénévole aussi, d'être dirigeante et bénévole dans ces clubs. Là, en l'occurrence, tu étais à la fois avec le club Tiens-Béret et la Team Lame Trail 972 à gauche. Voilà. Et à droite, bénévole pour aider à l'organisation, au ravitaillement en l'occurrence ici. Quand je ne cours pas, je donne un coup de main parce qu'on sait que le bénévolat, ça se fait rare. Donc, quand on court, on apprécie d'avoir les bénévoles et pour moi, c'est ça aussi. Hein. La société, elle doit être dans le partage. Et effectivement, donc la Team Lame Trail, qui est mon club d'entraînement,
Et puis le club Tiens-Béred, qui est mon club de licence, mais avec lequel aussi j'ai des entraînements. Et je donne un coup de main tantôt à l'un, tantôt à l'autre, quand je suis disponible, quand je ne cours pas et quand je n'ai pas d'autres activités. Une petite pause dans la séquence sportive pour parler du musée Gauguin. Tu en as parlé déjà. Tu aides ta maman aussi. Oui, de temps en temps. J'ai un peu diminué. Mais, depuis 2013, je crois. Mais depuis, oui, j'aide ma maman. Je suis au conseil d'administration du musée Gauguin, par la force des choses, je dirais. Mais elle ne m'en voudra pas si je dis ça, parce que je lui ai déjà dit ça. Mais bon, je suis contente de voir qu'elle a cette activité qui la maintient intellectuellement, qui lui permet aussi de ne pas être déconnectée de la réalité, puisqu'elle travaille avec elle a toujours son ordinateur, son Mac, qu'on lui a volé récemment, et donc elle a dû acheter un autre. Elle était désespérée parce que c'était tous ses dossiers, mais elle a 84 ans, 84 ans elle va avoir, et elle est toujours sur un ordinateur à monter des projets, à faire des démarches administratives. Donc moi je trouve ça très, très impressionnant, et c'est pour ça que je lui donne toujours un coup de main, parce qu'il faut l'aider. Et pour revenir au sport, quand tu n'es pas pratiquante, tu es dirigeante. En l'occurrence, tu es présidente du comité régional de gymnastique de Martigny. Oui, exact. Je suis devenue un peu... c'était pas prévu dans le programme, parce que j'étais présidente de club. Et j'étais très bien présidente de club. Et puis, c'était quel club? C'était le club Créole Gym. Donc le plus gros club de Fort-de-France. Et puis après, bon, il y a eu des élections. Il y a eu une assemblée générale. J'avais envisagé de rentrer au conseil d'administration, mais pas être présidente. Et puis, les choses ont fait que je suis devenue présidente. Et donc, voilà, c'est quand même un comité avec 18 clubs. Et voilà, on se développe bien. Il y a des challenges. Les difficultés actuelles de beaucoup de comités régionaux. Des comités, il n'y a pas de subventions. On peine beaucoup, mais c'est important pour la société de travailler pour la jeunesse, de faire en sorte que cette jeunesse ne soit pas en proie à des trafics illicites, qu'elle ne soit pas en proie à des violences. Voilà. Et puis c'est quand on voit nos jeunes en compétition, en fait on se dit qu'on fait cela pour dans un but bien précis. Oui, parce qu'effectivement l'une de vos missions, c'est au niveau du Crégym, c'est d'organiser aussi les compétitions. On va voir, c'était juste la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, effectivement c'était les championnats de Martinique. C'était le championnat Antilles-Guyane de gymnastique artistique féminine. Parce qu'il y a aussi la gymnastique rythmique, parce qu'il y a plusieurs gymnastiques au sein du comité régional. Là, c'était la gymnastique artistique, et on accueillait la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin. Et là, c'est une photo avec des présidents de clubs qui étaient présents. Et c'était un bel événement. On a eu Mélanie qui nous a offert en exclusivité son programme au sol. Mélanie de Jesus dos Santos, voilà, son programme en exclusivité, celui qu'elle va présenter au prochain championnat de France. Allez Mélanie. Allez Mélanie. Et c'était vraiment une belle fête. Et puis moi, je remercie tous ceux qui sont bénévoles, tous ces présidents de clubs qui sont engagés et qui travaillent pour notre jeunesse. Et puis comme tu ne comptes pas tes heures, tu es aussi membre du CETOSMA, le comité territorial olympique et sportif de Martinique. Je crois que c'est comité territorial. Oui, comité territorial olympique et sportif de Martinique. Oui, je suis secrétaire générale adjointe. Donc là aussi, évidemment, souvent ce sont des présidents de comités qui intègrent cette structure, qui chapeaute justement les ligues et les comités. Et effectivement, René Méril m'avait demandé de rejoindre son équipe pour prêter ma main forte. Et voilà, il y a des fois j'ai du mal à refuser certaines missions, surtout aussi parce qu'on travaille aussi sur la coopération régionale, et c'est une façon aussi de me raccrocher à ma passion caribéenne. Et comme si ça ne suffisait pas, tu prends le temps de participer aussi à des clubs de réflexion, comme par exemple Horizon Gagnant. On te voit là avec une partie des membres du think tank, fait une espèce de think tank. C'est un club de réflexion, en fait. C'est un club de réflexion. Avec cette devise d'André Aliquer.
Pardon, de la liqueur. Pierre Aliquer, pardon. Se garder, se complaindre dans la médiocrité, ne jamais se contenter de l'à peu près. Enfin, voilà. IBKS, voilà. Exactement. Oui, ce sont des amis. Il y en a que j'ai connus simplement là, mais il y en a que j'ai connus professionnellement, qui sont devenus des amis. Régine Sainte-Croix, on a travaillé à l'export pendant longtemps. Jean-Yves, même chose, à la Dominique. Odile qui était à l'Aliat. Oui, Jean-Yves et Corinne. Frédéric, que j'ai rencontré pendant à ce moment-là, Frédéric d'Ispagne, et Flora, avec qui on a travaillé depuis longtemps, et puis Annie-Dominique Poulet aussi, Flora Eliazor, Annie-Dominique Jean-Philippe, qui elle aussi risque. Donc à la base, c'était un peu mon petit monde export, et on s'était dit, mais il faut qu'on ait un groupe, un lieu de réflexion sur les problématiques de Martinique. Alors, de temps en temps, on se rend compte, on sait qu'on est tous occupés, donc il n'y a pas c'est pas une association formalisée, c'est un groupe d'amis, de temps en temps, on se rencontre de façon informelle, où on échange sur WhatsApp beaucoup. Alors, Jean-Yves, il est très prolifique sur les analyses, on le voit aussi même sur son Facebook, Jean-Yves Bonner, mais j'aime beaucoup ce petit groupe-là, parce que on a eu l'occasion aussi d'accompagner des jeunes dans leur parcours professionnel, leur donner des conseils sur comment aller postuler à des postes, ou sur leur bien-être, un peu donner des conseils sur quelle attitude, les postures qu'il faut adopter. En tout cas, à chaque fois qu'on a un jeune qui le nécessite, je fais appel à Horizon Gagnant, et tout le monde répond toujours présent en fonction de sa disponibilité. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Cataille. On se demande comment tu fais tu as un secret, on ne va pas te le demander, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Ouais, c'est souvent ce que je me dis, punaise, mais pourquoi la journée n'a que 24 heures? Parce que j'ai quand même une vie familiale aussi, avec un conjoint, donc une maman qui habite avec moi, enfin on habite au même endroit, mon papa, et puis de temps en temps, nos rencontres familiales qui sont importantes pour moi. Je pense que c'est dans le gène, je pense. Voilà. Et puis, je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, et ça, c'est ce qui me... Voilà, c'est mon leitmotiv. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Cataille, pour ce partage. On va continuer à suivre les différentes activités. On peut les suivre notamment sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être diminuer bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.